Je m'appelle Miller et, à 32 ans, j'ai passé 8 ans à bâtir une carrière de développeur de logiciels tout en regardant ma sœur, Nathalie, recevoir d'innombrables faveurs. En grandissant, le schéma était clair, elle était l'enfant chéri, j'étais une idée secondaire. Grâce à la discipline et au sacrifice, j'ai réussi à économiser près de 175 000 $ jusqu'à ce que Nathalie décide qu'elle y avait droit. Ce qui a suivi a été l'ultime trahison familiale qui m'a forcé à choisir entre mon avenir et leur approbation. Avant de vous raconter comment toute ma famille s'est retournée contre moi, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton « S'abonner » si vous avez déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui se croient tout permis. J'ai grandi dans une banlieue de classe moyenne à environ 30 km de Boston. Sur papier, nous étions la famille américaine par excellence. Papa a gravi les échelons jusqu'à la direction intermédiaire d'une banque régionale, fier de son bureau de coin et de sa voiture de société. Maman enseignait en 3e année à l'école primaire locale, aimait des élèves et des parents pour ses méthodes d'enseignement créatives. Notre maison coloniale de 3 chambres, avec sa cour petite mais bien entretenue, était nichée dans un quartier où les enfants faisaient du vélo jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. De l'extérieur, le portrait de la famille Carlson semblait parfaitement normal, 2 parents qui travaillent, 2 enfants, un chien nommé Rusty et des barbecues dans la cour arrière les fins de semaine d'été. Mais à l'intérieur de ces murs, la dynamique était tout sauf équilibrée. De mes premiers souvenirs, le favoritisme envers ma sœur Nathalie était subtil, mais indéniable. Quand elle avait 13 ans et que j'en avais 10, elle recevait des vêtements neufs pour l'école tandis que je portais les vêtements usagés de mes cousins. Papa expliquait cela avec des excuses pratiques, les vêtements de filles ne peuvent pas vraiment être transmis, Miller. Sois pratique. Maman ajoutait, Nathalie doit s'intégrer à ses amis. Tu sais comment sont les filles de cet âge. Leur calendrier avait toujours de la place pour les événements de Nathalie. Mes parents ne manquaient jamais ses prestations à la chorale ou ses matchs de soccer, assis au premier rang, enregistrant chaque instant. Pendant ce temps, mes compétitions universitaires ou mes matchs de baseball étaient suivis sporadiquement, voire pas du tout. Il y avait toujours une raison, papa avait une réunion importante, maman avait des papiers à corriger. J'ai appris à leur parler de mes événements à la dernière minute, m'évitant ainsi la déception de m'attendre à ce qu'ils se présentent. Le schéma a atteint son apogée lors de ma remise de diplôme d'études secondaires. Je devais recevoir un prix pour réalisation exceptionnelle en informatique, ce pourquoi j'avais travaillé pendant 4 ans. Au milieu de la cérémonie, j'ai regardé de la scène mes parents s'éclipser par la porte arrière. Plus tard, j'ai appris qu'ils étaient partis pour assister au récital de danse de Nathalie de l'autre côté de la ville. Quand je suis arrivé à la maison, toujours dans ma toge de fin d'études, la maison était vide. Un mot griffonné à la hâte sur le comptoir de la cuisine disait « Félicitations. Reste dans le réfrigérateur. » Nous avons dû emmener Nat à un dîner de célébration avec ses amis de danse. N'attends pas, cette nuit m'a plus façonné qu'ils ne le sauront jamais. Je me suis assis seul sur notre véranda arrière, toujours dans mes vêtements de fin d'études, et je me suis fait une promesse, je construirai ma vie sans rien attendre de personne. L'indépendance n'était pas qu'un objectif, elle est devenue mon bouclier. J'ai obtenu mon premier emploi à 16 ans, travaillant les fins de semaine chez Compte, le magasin d'électronique local. Pendant que mes amis passaient leur samedi au centre commercial, j'ai découvert les composantes d'ordinateurs auprès de Gary, le gérant bourru mais compétent qui a reconnu ma curiosité. Après les heures d'ouverture, il me laissait désassembler et reconstruire les modèles d'exposition qui ne se vendaient pas bien. « Tu as une tête pour ça », disait-il, ce qui signifiait plus pour moi que n'importe quel compliment tiède que mes parents m'aient jamais offert. L'école secondaire est devenue une simple obligation de jour. Les soirs et les fins de semaine étaient consacrés à l'apprentissage des langages de programmation grâce à des livres de bibliothèque et à des forums internet primitifs. Ma chambre s'est transformée en un atelier de pièces techniques jetées et de manuels de programmation. Maman se plaignait du désordre, mais n'intervenait jamais. Mon espace était le seul endroit où j'avais une autonomie complète. Lorsque la saison des demandes d'admission à l'université est arrivée, le contraste entre l'expérience de Nathalie et la mienne n'aurait pas pu être plus frappant. Mes parents cotisaient au fonds d'études de Nathalie depuis sa naissance. De nombreuses visites de campus ont été organisées pour elle, des photos professionnelles prises pour les demandes et un tuteur de préparation au SAT a été embauché malgré son intérêt médiocre pour les études. Pour moi, la conversation a été brève, l'université d'État a un programme d'informatique décent, et tu peux vivre à la maison pour économiser de l'argent. Le message tacite était clair, les ressources familiales étaient affectées ailleurs. J'avais d'autres plans.
Grâce à des études acharnées et à ces mêmes compétences en programmation que j'avais apprises moi-même, j'ai obtenu une bourse d'études au programme d'ingénierie de l'Université d'État. Le jour où la lettre est arrivée, maman a dit qu'elle était fière, mais elle s'est rapidement tournée vers les préoccupations concernant les décisions universitaires à venir de Nathalie. Papa a simplement hoché la tête et a demandé si la bourse couvrait la chambre et la pension. Ce n'était pas le cas, mais j'avais déjà calculé exactement combien d'heures je devrais travailler pour me payer un appartement partagé près du campus. L'université a continué le modèle d'autonomie. Je travaillais 25 heures par semaine au service informatique de l'université tout en suivant un cours complet. Les vacances signifiaient prendre des quarts de travail supplémentaires pendant que d'autres étudiants rentraient chez eux. Pendant ce temps, Nathalie fréquentait un coûteux collège privé d'arts libéraux à 3 états de distance, son appartement entièrement meublé par nos parents, ses dépenses mensuelles couvertes par leur carte de crédit. Ta sœur n'est pas aussi naturellement douée que toi, expliquait maman lors de rares conversations téléphoniques. Elle a besoin de plus de soutien pour s'épanouir. Après l'obtention du diplôme, nos chemins ont divergé encore plus radicalement. J'ai obtenu un poste chez TechFusion, une entreprise de logiciels en pleine croissance à Boston. Le salaire de départ n'était pas impressionnant, mais le potentiel de croissance l'était. J'ai loué un modeste appartement d'une chambre dans un quartier peu à la mode et j'ai conduit la même Honda fiable que j'avais achetée à l'université. Chaque chèque de paie était méticuleusement affecté, nécessité, fonds d'urgence, compte de retraite et mes économies en constante augmentation. Le parcours post-universitaire de Nathalie ressemblait à un jeu coûteux de marelle professionnel. Il y a d'abord eu son poste de coordonnatrice du marketing dans un magazine de mode, qu'elle a quitté après 6 mois parce que son patron étouffait sa créativité. Ensuite, nos parents ont payé pour qu'elle suive un programme de design d'intérieur, qu'elle a abandonné à mi-chemin après avoir décidé que ce n'était pas sa passion après tout. Un bref passage dans la vente de produits pharmaceutiques s'est terminé lorsqu'elle n'a pas pu atteindre les objectifs trimestriels. Maintenant, elle travaillait dans une boutique immobilière, un emploi qu'elle occupait depuis près de 11 mois, sa plus longue période d'emploi à ce jour. Pendant qu'elle passait d'une carrière et d'un appartement à l'autre, j'ai maintenu le cap, mon style de vie est resté modeste malgré les promotions et les augmentations de salaire. Mon appartement était fonctionnel plutôt qu'à la mode. Ma garde-robe se composait d'articles de base qui ne soulèveraient pas les sourcils au bureau, mais qui ne feraient pas non plus tourner les têtes. Le seul luxe que je m'autorisais était un voyage de randonnée annuel dans les parcs nationaux où je me déconnectais complètement pendant une semaine. Mes collègues se moquaient parfois de mes habitudes frugales, mais ils ne voyaient pas la feuille de calcul qui suivait mes placements, mes économies et mon échéancier prévu pour l'indépendance financière. Mon objectif ultime n'était pas les voitures tape à accent grave-l'œil ou les marques de créateurs. Je rêvais d'atteindre un point où je pourrais démarrer ma propre entreprise de conseil en logiciel ou financer une entreprise technologique en démarrage sans que des investisseurs contrôlent ma vision, peut-être même prendre ma retraite anticipée et voyager beaucoup, une liberté qui exigeait du capital et de la discipline. Maintenant, les réunions de famille sont devenues des exercices d'évitement. Papa s'enquérait de mon travail avec un intérêt vague, son attention ne se manifestant que lorsqu'il parlait d'augmentation de salaire potentiel. Toujours dans la même entreprise, hein? Pas l'ambition de passer à l'une de ces grandes entreprises technologiques? L'argent est bien meilleur. Il n'a jamais tout à fait compris que la stabilité et la croissance à long terme dans une entreprise qui respectait l'équilibre travail-vie personnelle s'alignaient parfaitement sur ma stratégie financière. Maman examinait mes vêtements et ma coupe de cheveux pratique avec une légère déception, suggérant parfois que je vive un peu, ou se demandant à voix haute si je fréquentais quelqu'un qui pourrait apporter de elle et excitation dans ma vie. La suggestion que mon approche méthodique de la vie indiquait quelque chose qui manquait plutôt qu'un choix délibéré était un courant sous-jacent constant. L'approche de Nathalie à ma discipline financière est passée de méprisante à autoritaire au fil des ans. Au début, elle se moquait de moi en disant que j'étais cheap ou ennuyeux. Plus tard, elle a commencé à laisser entendre qu'il fallait aider la famille, chaque fois qu'elle était confrontée à des pénuries financières. Les petits prêts demandés sont devenus des prêts plus importants attendus. 100 $ pour des réparations automobiles imprévues sont devenus 500 $ pour le loyer lorsqu'elle a décidé de prendre une semaine de congé sans solde. Le délai de remboursement est passé de « la semaine prochaine » à « quand les choses se calmeront » à tout simplement pas mentionné du tout. J'ai maintenu des limites prudentes, aidant occasionnellement avec les dépenses vraiment essentielles, mais refusant de financer des choix de style de vie qui dépassaient ses revenus. Chaque refus était accueilli avec une manipulation émotionnelle croissante, des larmes, des accusations d'égoïsme, des rappels de la façon dont nos parents l'avaient toujours aidé. C'est différent,
argumentait-elle lorsque je soulignais l'inégalité. Ce sont des parents. C'est ce que font les parents. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est ce que les parents font pour toi, ce que les frères et sœurs font pour moi. Le schéma s'est poursuivi pendant des années, créant une dynamique tendue, mais gérable. Puis est arrivé le dîner du dimanche qui allait finalement briser notre famille et changer la trajectoire de ma vie à jamais. Avril en Nouvelle-Angleterre apporte un temps imprévisible, et ce dimanche particulier a connu une chaleur inhabituelle qui a incité les voisins à installer avec optimisme des meubles de patio. Je visitais rarement la maison de mes parents, limitant les interactions familiales aux grandes fêtes et aux dîners occasionnels du dimanche, lorsque la culpabilité de refuser trop d'invitations l'emportait sur mon désir de solitude paisible. Ce soir-là, je suis arrivé à la maison coloniale familière avec une bouteille de vin blanc préférée de maman et la résignation de quelqu'un qui se prépare à une obligation sociale inévitable. La maison sentait le pot-au-feu et le poli à meubles au citron. Le rituel traditionnel de préparation du dîner du dimanche de maman n'avait pas changé depuis 20 ans. Papa était posté dans son fauteuil inclinable à regarder le golf avec la concentration pratiquée de quelqu'un qui évite les corvées ménagères. Il leva brièvement les yeux lorsque j'entrai. « Miller, tu es en avance pour une fois. » Pas une question, pas tout à fait un accueil, juste une observation avec la plus petite pointe de surprise. Maman est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier, son sourire d'enseignante fermement en place. « Voilà mon garçon occupé. J'allais justement appeler pour m'assurer que tu t'en souvenais. » Elle accepta le vin avec une gratitude exagérée comme si je lui avais présenté un millésime rare au lieu de son chardonnay ordinaire à $12 de l'épicerie. La conversation du dîner a suivi le schéma habituel. Papa s'est enquis de mon travail avec l'intérêt vague de quelqu'un qui discute du passe-temps d'une connaissance éloignée. Tu corriges toujours les problèmes informatiques pour la même entreprise. Demanda-t-il entre deux bouchées de roast-beef. Je crée des solutions logicielles, ai-je corrigé doucement, la même clarification que j'avais offerte d'innombrables fois. Et oui, TechFusion se porte bien. Nous venons de décrocher un important client du secteur de la santé qui devrait nous tenir occupés jusqu'à l'année prochaine. Ordinateur, papa hocha la tête sagement comme s'il résumait un concept complexe. Un bon travail stable, je suppose. Pas excitant, mais stable. Maman a réorienté la conversation avec une diplomatie pratiquée. J'ai croisé Margaret Wilson à l'épicerie. Tu te souviens d'elle, elle enseignait la musique à mon école. Son fils travaille maintenant dans l'une de ces grandes entreprises technologiques. Comment ça s'appelle? Google. Google, maman. Oui, c'est ça. Apparemment, ils ont des fauteuils de massage et un déjeuner gratuit tous les jours. Avez-vous quelque chose comme ça dans votre entreprise? Avant que je puisse expliquer que des avantages comme les fauteuils de massage compensaient souvent les heures épuisantes et les attentes susceptibles de provoquer un épuisement professionnel, la porte d'entrée s'est ouverte avec une force dramatique. Nathalie est entrée d'un pas vif 45 minutes en retard, ne portant rien d'autre que l'excitation rayonnante comme si elle avait apporté le cadeau le plus précieux de tous ses cadeaux. Désolée pour le retard, a-t-elle annoncé sans avoir l'air le moins du monde désolé. Vous ne croirez jamais la journée que j'ai eue. Elle a fait la bise à maman, a tapé dans la main de papa et m'a fait un signe de la main distrait avant de se laisser tomber sur sa chaise à la table. J'ai besoin de vin immédiatement. J'ai la plus grande nouvelle. Maman s'est empressée de lui verser un verre pendant que papa se penchait en avant avec un intérêt sincère qui avait été manifestement absent lors de ma mise à jour de carrière. J'ai reconnu la chorégraphie familiale. L'entrée de Nathalie réinitialise toujours l'énergie de n'importe quelle pièce, la plaçant en son centre. Je l'ai trouvée, a déclaré Nathalie après une gorgée théâtrale de vin. La maison absolument parfaite? Une maison pour un client, a demandé maman. Nathalie a ri comme si maman avait dit quelque chose d'adorablement naïf. Non, pour moi. C'est à Brookline. Cette magnifique maison de style colonial avec des planchers de bois franc d'origine et un solarium qui serait parfait pour le yoga matinal. 3 chambres, 2 salles de bain et demi, et la cuisine. Elle a serré son cœur de façon théâtrale. Cuisinière viking, comptoir en marbre et ses luminaires suspendus qui sortent tout droit d'un magazine. Papa fronça légèrement les sourcils. Brookline est cher. Combien coûte un endroit comme ça ces jours-ci? 795 000 $, répondit Nathalie avec désinvolture, comme si elle discutait du prix d'un plat principal plutôt que d'une somme qu'il faudrait des décennies à la plupart des gens pour accumuler. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Nathalie occupait son emploi actuel depuis moins d'1 an.
Même avec des commissions immobilières généreuses, les calculs étaient impossibles. Chérie, c'est merveilleux que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes, mais, commença maman doucement. J'ai déjà versé un acompte remboursable pour la réserver, interrompit Nathalie, rayonnante. Le marché est tellement concurrentiel en ce moment. Mon amie courtière Sandra a dit que je devais agir vite. Papa avait l'air à la fois inquiet et impressionné par son initiative. Maman me jeta un coup d'œil rapide, sentant peut-être mon scepticisme, avant de se retourner vers Nathalie avec un sourire forcé. Eh bien, parlez-nous davantage de cette maison de rêve. Pendant les 30 minutes suivantes, nous avons été soumis à une description exhaustive de chaque détail architectural, commodité de quartier et plan de décoration future. L'enthousiasme de Nathalie était indéniable. Ses yeux brillaient lorsqu'elle décrivait le caractère et le potentiel de la maison. Pas une seule fois elle n'a mentionné des considérations pratiques comme les impôts fonciers, les coûts d'entretien ou la façon dont elle prévoyait se payer une hypothèque qui dépasserait clairement ses revenus. Au moment où le dîner s'est terminé et que maman a servi son crumble aux pommes signature, Nathalie a soudainement tourné son attention vers moi. Miller, rattrapons le temps perdu. J'ai l'impression qu'on s'est à peine parlé ces derniers temps. Aide-moi à débarrasser la table. Dans la cuisine, loin de nos parents, Nathalie a d'abord maintenu le prétexte du lien fraternel. Elle a posé des questions superficielles sur mon travail tout en chargeant le lave-vaisselle de façon hasardeuse d'une manière qui exigerait un réarrangement après son départ. Alors, les trucs de codage vont bien, tu gagnes bien ta vie. Développement de logiciels, ai-je corrigé automatiquement. Et oui, l'entreprise se porte bien. Je dirige un nouveau projet qui... C'est génial, a-t-elle interrompu, visiblement désintéressée des détails. Tu as toujours été si doué pour toutes ces choses techniques. Vraiment intelligent avec l'argent, aussi. Le pivot était si transparent que j'ai failli partir. Merci. Nathalie s'est appuyée contre le comptoir, étudiant sa manucure avec une désinvolture forcée. En parlant d'argent, je suis un peu dans une situation difficile avec la maison. La maison que tu ne peux pas te permettre? Les mots se sont échappés avant que je puisse les filtrer. Son expression oscillait entre l'agacement et la détermination. Je peux me la permettre avec le bon investissement. C'est en fait ce dont je voulais te parler. Elle a baissé la voix d'un ton conspirateur. J'ai besoin d'une mise de fonds de 125 000 $ dans 2 semaines pour obtenir l'hypothèque. Le chiffre planait dans l'air entre nous. 125 000 $. Pas une petite faveur ou un prêt temporaire, mais une somme qui représentait des années d'épargne disciplinée et de planification minutieuse. Nathalie, c'est. J'ai eu du mal à trouver des mots qui n'aggraveraient pas immédiatement la conversation. Ce n'est pas une petite somme. Où comptes-tu trouver ce genre d'argent? Elle m'a regardé comme si j'étais délibérément obtus. De toi, évidemment. Je sais que tu économises pratiquement chaque sou depuis l'université. Tu dois avoir au moins ça qui traîne dans des comptes à ne rien faire. Le droit désinvolte dans son ton m'a rendu momentanément sans voix. Mes économies ne faisaient rien. Ils représentaient la sécurité, les opportunités et la liberté face à exactement ce type de pression financière. Mes économies sont allouées à des objectifs spécifiques. J'ai finalement répondu, en gardant une voix calme. Je ne suis pas en mesure de allez, Miller, m'a-t-elle interrompu en levant les yeux au ciel. Tu as juste eu de la chance avec ton travail ennuyeux dans la tech. J'essaie de construire quelque chose de réel ici, un foyer, un avenir. Cette maison est parfaite pour quand je finirai par me poser et avoir une famille. Je n'ai pas eu de chance. J'ai travaillé avec constance dans une seule entreprise pendant 8 ans tout en vivant en dessous de mes moyens, précisément pour construire une sécurité financière. Peu importe, a-t-elle répondu d'un geste de la main méprisant. Le fait est que tu as l'argent et j'en ai besoin. La famille est de la famille. Tu peux te le permettre. Il ne s'agit pas de se le permettre, Nathalie. Cela représente des années de « je te rembourserai un jour », bien sûr, a-t-elle poursuivi comme si je n'avais rien dit. Une fois que ma carrière aura vraiment décollé, je suis en lice pour cette énorme affaire le mois prochain. Et quand le marché changera, la maison prendra de la valeur et nous pourrons considérer cela comme un investissement pour nous deux. Il n'y a pas de nous dans ce scénario, ai-je dit fermement. C'est ta maison, ton prêt immobilier, ta responsabilité. Je ne vais pas te donner mes économies pour un acompte sur une maison que tu ne peux pas te permettre. Son expression s'est transformée instantanément, la façade agréable s'effondrant pour révéler une colère indignée. Tu es sérieux là?
Après tout ce que notre famille a fait pour toi. L'ironie de cette déclaration était si profonde que j'ai failli rire. Qu'est-ce que notre famille a fait exactement pour moi qui se compare au fait de remettre 125 000 $? Oh, tu fais encore la victime, a-t-elle ricané. Pauvre Miller, toujours à se sentir négligé. Peut-être que si tu n'étais pas un tel robot à propos de tout, les gens voudraient réellement t'aider. J'essaie de construire une vraie vie ici pendant que tu amasses de l'argent, pourquoi? Un futur théorique qui n'arrivera peut-être jamais. Je ne te donnerai pas l'argent, Nathalie. C'est définitif, ai-je dit d'une voix calme mais ferme. Ses yeux se sont rétrécis, des larmes apparaissant soudainement avec un timing suspect. Tu ne te soucies vraiment de personne d'autre que toi, n'est-ce pas? Sans attendre de réponse, elle m'a dépassé et est retournée en trombe dans la salle à manger. Je suis resté dans la cuisine, les mains agrippant le comptoir, en respirant profondément. À travers la porte, j'ai pu entendre sa voix s'élever de façon dramatique. Miller refuse de m'aider. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il ne veut pas m'aider avec la maison. Et juste comme ça, les lignes de bataille étaient tracées dans une guerre que je n'ai jamais voulu mener. Le cadre de la porte de la cuisine encadrait une scène tout droit sortie de l'enfance. Nathalie au centre, les larmes déployées stratégiquement, mes parents se précipitant pour la réconforter tout en jetant des regards désapprobateurs dans ma direction. Je me suis préparé avant de retourner dans la salle à manger où trois paires d'yeux se sont tournés vers moi avec divers degrés d'accusation. Papa a parlé en premier, sa voix de banquier mesurée mais sévère. Miller, ta sœur vient de nous raconter ce dont vous avez discuté dans la cuisine. Je pense que nous devons parler de responsabilité familiale. Il n'y a rien à discuter, ai-je répondu calmement. Nathalie m'a demandé de lui donner 125 000 $ pour un acompte sur une maison qu'elle ne peut pas se permettre. J'ai refusé. Ce ne serait pas donné, a interrompu Nathalie, sa voix tremblant parfaitement. Ce serait aider. Un investissement dans la famille. Maman a tendu la main pour lui serrer la main. Chérie, je suis sûr que ton frère ne veut pas être difficile. Miller a toujours été. Elle s'est arrêtée, cherchant un terme diplomatique. Prudent avec ses ressources. Prudent, a raillé papa. Ce garçon a amassé de l'argent comme si l'apocalypse était pour bientôt depuis qu'il a 16 ans. Pendant ce temps, ta sœur essaie de s'établir, de construire une vie décente. La dynamique familière s'est réaffirmée. Mes préoccupations pratiques rejetées, les décisions impulsives de Nathalie rationalisées. J'ai gardé mon calme, bien que mon pouls battait à tout rompre dans mes tempes. Une vie décente ne signifie pas acheter une maison qu'on ne peut pas se permettre avec l'argent de quelqu'un d'autre, ai-je dit doucement. Cette attitude est exactement la raison pour laquelle tu es seul, a soupiré maman, le non se quiture atterrissant comme un coup calculé. Toujours des chiffres, jamais de cœur. Papa s'est penché en avant, sa posture autoritaire rappelant les leçons de morale de l'enfance. Fils, la famille signifie se soutenir mutuellement. Ta mère et moi avons toujours été là quand l'un de vous avait besoin de quelque chose. Maintenant, ta sœur a besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Vous avez été là pour Nathalie, ai-je corrigé, les mots s'échappant avant que je puisse y réfléchir à deux fois. La pièce est devenue silencieuse. J'avais enfreint la règle familiale tacite, ne jamais reconnaître le déséquilibre. C'est injuste, a finalement dit maman, sa voix d'enseignante émergeant. Nous avons soutenu nos deux enfants de manière égale. Nathalie a saisi l'occasion, se tournant vers une indignation vertueuse. Tu vois, c'est ce qu'il fait. Il transforme tout en une compétition, un grief. J'essaie de franchir une étape importante dans ma vie, et il remonte à des temps anciens. Papa a levé la main pour faire taire. Indépendamment des inégalités perçues que tu penses avoir existé dans ton enfance, Miller, tu es un adulte maintenant. Les adultes d'une famille se soutiennent mutuellement. Ta sœur ne demande pas une dépense futile. C'est une maison, une sécurité pour son avenir. Une maison qui coûte près de 800 000 $ alors qu'elle est à son travail depuis moins d'un an, ai-je souligné. Ce n'est pas de la sécurité. C'est de l'imprudence financière. Je suis bonne dans mon travail, a rétorqué Nathalie. Ce n'est pas parce que je ne veux pas rester assise dans un box à écrire des charabia informatiques toute la journée que je ne peux pas réussir. Papa s'est éclairci la gorge. Le fait est, Miller, que nous attendons de toi que tu reconsidères ta position. La famille passe en premier. Cela a toujours été le cas dans cette maison. La conversation a continué en rond pendant encore 40 minutes.
Peu importe la clarté avec laquelle j'ai expliqué mon point de vue, il a été rejeté comme égoïste, froid et insensible. Finalement, je me suis excusé, invoquant une réunion matinale le lendemain. En partant, les derniers mots de papa m'ont suivi jusqu'à la voiture. Réfléchis à ce qui compte vraiment dans la vie, fiston. Ce ne sont pas des chiffres sur un compte bancaire. La semaine qui a suivi a apporté une campagne de guerre émotionnelle croissante. Chaque matinée commençait par des SMS de maman, allant de la culpabilisation, j'ai à peine dormi, en pensant à la déception de ta pauvre sœur, à l'agression passive, j'ai toujours pensé que nous avions élevé des enfants qui se souciaient de leur famille. L'approche de papa était plus directe, des appels téléphoniques quotidiens pendant ma pause déjeuner, sa voix oscillant entre une déception sévère et une explication condescendante du fonctionnement des obligations familiales. Tu comprendras quand tu auras tes propres enfants un jour, a-t-il répété à plusieurs reprises, comme si mon état d'homme sans enfant expliquait mon échec moral. Nathalie a employé toutes les tactiques de manipulation de son arsenal. Les SMS du matin décrivaient ses larmes. Les emails de l'après-midi détaillaient les caractéristiques de la maison auxquelles elle devrait renoncer. Les messages vocaux du soir capturaient ses sanglots au sujet de la déception de ses collègues de l'immobilier qui avaient tiré les ficelles pour l'aider. Mercredi, le cercle s'est élargi. Tante Suzanne, la sœur de maman, a envoyé un email particulièrement cinglant. Ta mère a le cœur brisé à cause de ton égoïsme. Après tout ce qu'ils ont sacrifié pour ton éducation et tes opportunités, c'est ainsi que tu rembourses ta famille. L'ironie de ce message était profonde. Mon éducation avait été en grande partie autofinancée grâce à des bourses et à du travail, contrairement à l'expérience universitaire de Nathalie, entièrement financée par ses parents. Cousin Marc, à qui j'avais parlé peut-être 3 fois au cours des 10 dernières années, a soudainement envoyé un SMS, « Mec, aide ta sœur. » La famille d'abord. Même oncle Peter, le frère de papa et un entrepreneur prospère, a appelé pour me raisonner. Bien qu'il ait déposé le bilan 2 fois en raison de sa propre mauvaise gestion financière, le barrage constant a affecté mes performances au travail. Marcus, mon chef d'équipe et mentor depuis 5 ans, a remarqué ma distraction lors d'une importante réunion avec un client. Tu codes avec la moitié de ton cerveau aujourd'hui, Miller, a-t-il demandé après, son ton étant inquiet plutôt qu'accusateur. Ce n'est pas ton genre de manquer des détails d'implémentation. Dans son bureau avec la porte fermée, toute l'histoire a défilé, la demande de Nathalie, la pression de mes parents, la campagne de culpabilisation coordonnée de la famille élargie. Marcus a écouté sans interrompre, son expression passant de la surprise à la compréhension. La dynamique familiale est compliquée, a-t-il dit quand j'ai fini. Mais les limites financières ne le sont pas. Tu as travaillé dur pour cet argent. Il représente tes choix, tes priorités. Ils me font me sentir comme si j'étais fou de ne pas vouloir remettre la quasi-totalité de mes économies. Marcus s'est adossé à sa chaise. Laisse-moi te demander ceci. Si tu lui donnais l'argent, que se passe-t-il dans 6 mois quand elle ne pourra pas effectuer les versements hypothécaires ou quand les impôts fonciers seront dus ou quand le toit devra être remplacé? Les questions ont cristallisé mes craintes tacites. Ce ne serait pas un sacrifice ponctuel, mais le premier retrait d'une vie d'obligation financière. Tu sais, a ajouté Marcus avec désinvolture, nous avons ce bureau satellite qui ouvre à Berlin. Ils ont du mal à recruter des développeurs seniors ayant une expérience en gestion de projet. Forfait de relocalisation internationale inclus. Cela pourrait valoir la peine d'être envisagé si tu as besoin d'une perspective géographique. La graine était semée, bien que je ne l'ai pas prise au sérieux au début. Cela a changé jeudi soir lorsque mes parents et Nathalie se sont présentés sans prévenir à mon appartement. J'ai ouvert la porte pour les trouver tous les 3 debout dans le couloir comme une équipe d'intervention. L'expression de papa était sévère, celle de maman inquiète, celle de Nathalie suffisamment satisfaite. Nous devons parler, a annoncé papa, me dépassant dans mon salon sans attendre d'invitation. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai enduré ce qui ne pouvait être décrit que comme une embuscade émotionnelle. Papa a arpenté mon petit salon, discourant sur la loyauté familiale et les obligations. Maman s'est assise sur le bord de mon canapé, alternant entre des supplications larmoyantes au sujet de l'unique chance de bonheur de Nathalie et des soupirs déçus quand je suis resté ferme. Nathalie a oscillé entre une vulnérabilité dramatique et une colère à peine dissimulée, sa performance étant calibrée pour la présence de nos parents. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu me détestes tant, a-t-elle pleurniché quand maman regardait, puis m'a lancé un regard venimeux quand papa s'est tourné pour examiner mon appartement modestement meublé avec une désapprobation à peine voilée. Regarde cet endroit, a-t-il murmuré,
en désignant mon espace pratique mais confortable. Vivre comme un étudiant alors que tu pourrais te permettre mieux. Quel est l'intérêt d'avoir de l'argent si ce n'est pas pour bien vivre ou aider sa famille? Le point de rupture est survenu lorsque papa a lancé ce qui équivalait à un ultimatum. Tu dois décider si tu fais partie de cette famille, Miller. Les vrais membres de la famille se présentent quand on a besoin d'eux. Quand ils sont finalement partis, mon appartement m'a semblé à la fois plus vide et plus étouffant qu'avant. Le sommeil s'est avéré impossible, mon esprit tourbillonnant avec leurs accusations, luttant contre ma propre certitude que leurs exigences étaient déraisonnables. À 3 heures du matin, la mention désinvolte de Marcus du poste à Berlin a fait surface dans mes pensées. Assis à ma table de cuisine avec seulement la lueur de mon ordinateur portable pour la lumière, j'ai fait des recherches sur le bureau de Berlin, les visas de travail internationaux et la logistique d'une relocalisation à l'étranger. Le tableau d'affichage des emplois internes de l'entreprise indiquait que le poste de développeur senior était toujours ouvert. Presque sans décision consciente, j'ai mis à jour mon CV et soumis une candidature, sans m'attendre à rien. La réponse est arrivée dans ma boîte de réception avant même que je me sois douché pour aller au travail, une demande d'entretien pour 9h30 ce matin-là par vidéoconférence avec le chef d'équipe et le directeur des ressources humaines de Berlin. L'urgence suggérait à la fois un intérêt sincère et un besoin urgent. L'entretien a commencé maladroitement. Je fonctionnais avec peut-être 2 heures de sommeil fragmenté, la caféine masquant à peine mon épuisement. Mais quelque chose a changé lorsque des questions techniques ont surgi. Discuter des défis de codage et de l'architecture du système a fourni une échappatoire bienvenue au drame familial. Mon cerveau s'est pleinement engagé pour la première fois depuis des jours. Votre expérience en gestion de projet avec des clients du secteur de la santé est particulièrement intéressante pour nous, a déclaré Klaus, le chef d'équipe de Berlin. Nous venons de décrocher un contrat majeur avec un fournisseur européen de systèmes médicaux. À la fin de l'entretien, j'ai ressenti une connexion avec ces inconnus qui avaient manqué dans les interactions récentes avec ma propre famille. Ils ont valorisé mon expertise, ont respecté mes questions et ont semblé sincèrement enthousiastes à l'égard de mes contributions potentielles. Nous aimerions vous faire une offre, a déclaré Elena DRH, me surprenant par sa franchise. Augmentation de salaire de 30% par rapport à votre poste actuel, forfait de relocalisation complet et parrainage de visa accéléré. Notre calendrier de projet est agressif. Nous aurions besoin de votre décision dans les 48 heures. L'offre était inattendue, mais étrangement parfaite. Une partie de moi a reconnu que j'envisageais une décision de vie majeure en partie pour échapper à la pression familiale, mais l'opportunité elle-même était légitime et impérieuse. J'ai promis d'y réfléchir attentivement et j'ai mis fin à l'appel. Tout au long de la journée de travail, j'ai pesé mes options. Rester signifiait une pression familiale continue et des dommages potentiellement irréparables aux relations. Partir signifiait une rupture nette, de nouveaux défis professionnels et une distance physique par rapport aux dynamiques toxiques. Le soir, ma décision était en grande partie prise, mais j'ai senti que je devais une dernière conversation à mes parents, non pas pour obtenir la permission, mais pour une clôture. Je suis arrivé chez eux vendredi soir avec un objectif clair. Ce ne serait pas une dispute ou une négociation, simplement une explication de ma décision. La voiture de Nathalie dans l'allée était une surprise désagréable. J'avais espéré parler uniquement à mes parents. Maman a ouvert la porte avec un soulagement visible. Miller, je savais que tu finirais par changer d'avis. Tu entres? Nous étions justement en train de discuter des options de financement. La présomption que ma présence indiquait une reddition a enflammé une colère silencieuse que j'ai soigneusement contrôlée. Dans le salon, papa et Nathalie étaient assis entourés de papiers, de calculatrices hypothécaires, de listes immobilières et de ce qui semblait être un projet d'accord quelconque. Je ne suis pas là pour l'argent, ai-je commencé, en restant debout. Bien que j'apprécie que vous soyez tous assis, je voulais vous faire savoir qu'on m'a offert un poste au bureau de Berlin de mon entreprise. J'envisage sérieusement d'accepter. Le silence stupéfié a été brièvement satisfaisant. Berlin, comme en Allemagne, a finalement demandé maman. C'est généralement là que se trouve Berlin, oui. Le sarcasme inhabituel s'est échappé. Papa s'est repris rapidement, son expression se durcissant. Fuir les obligations familiales. Comme c'est typique. Je poursuis une opportunité de carrière, ai-je corrigé. Une qui offre une progression substantielle et une expérience internationale. Nathalie a raillé. Timing opportun. Au moment où on te demande d'aider quelqu'un d'autre que toi, tu fuis le pays. Il ne s'agit pas de toi, Nathalie.
Tout ne tourne pas autour de toi. Bien sûr que si, il s'agit de moi, a-t-elle explosé, son masque tombant complètement. Tu fais ça spécifiquement pour éviter de m'aider. Le poste à Berlin est ouvert depuis des mois, ai-je légèrement menti. J'y pense depuis un certain temps. Papa s'est levé, assumant sa posture autoritaire. Tu commets une erreur, fiston. La famille doit passer avant les ambitions de carrière. Ce principe a semblé appliqué de manière sélective dans cette maison, ai-je répondu calmement. Ce qui a suivi a été la conversation la plus honnête que notre famille ait jamais eue, des vérités douloureuses longtemps refoulées émergeant enfin. J'ai détaillé des années de traitement inégal, de double standard et de rejet de mes réalisations. Papa a répliqué par des accusations de jalousie et d'ingratitude. Maman a tenté de maintenir la paix, mais a révélé ses propres préjugés à chaque intervention. Nathalie, sentant qu'elle perdait le contrôle du récit, a escaladé de façon spectaculaire. Avoue juste que tu me détestes. Tu as toujours été jaloux parce que maman et papa m'aiment plus. La crise de colère enfantine aurait pu être presque comique si elle n'avait pas exposé le dysfonctionnement central si parfaitement. Je ne te déteste pas, Nathalie, mais je ne te fais pas confiance avec mon avenir financier. Tu n'as pas besoin de tout cet argent, a-t-elle presque hurlé. De toute façon, tu vis comme un moine. Pourquoi économises-tu de si important? Mes choix, ma liberté, mon avenir, chaque mot délibéré et ferme. Alors que la dispute s'intensifiait, des révélations choquantes ont émergé. Papa a révélé par inadvertance qu'ils avaient refinancé leur maison 2 fois pour couvrir les chèques de l'entreprise de Nathalie et les dettes de carte de crédit. Maman a laissé entendre que Nathalie avait déjà été refusée par 2 prêteurs hypothécaires avant de s'adresser à moi. Vous avez permis son irresponsabilité financière pendant des années, ai-je dit, les pièces s'emboîtant enfin. Et maintenant, vous vous attendez à ce que je continue le schéma. Le visage de papa est devenu rouge de colère. Nous avons soutenu nos 2 enfants selon leurs besoins. Nathalie a eu besoin de plus d'aide. C'est juste la réalité. Non, vous l'avez paralysée en ne lui permettant jamais de faire face aux conséquences, ai-je rétorqué. Et maintenant, vous voulez que je fasse de même. La dispute a continué de s'intensifier jusqu'à ce que je me lève finalement pour partir, émotionnellement épuisé mais étrangement libéré. Je vous ferai part de ma décision concernant Berlin d'ici dimanche. La dernière pique de papa m'a suivi jusqu'à la porte. Si tu choisis d'abandonner ta sœur quand elle a besoin de toi, ne t'attends pas à ce que la même famille que tu as toujours eu soit là à t'attendre quand tu décideras de revenir. La menace persistait alors que je rentrais chez moi, ses implications se dévoilant lentement dans mon esprit. Étais-je réellement menacé d'excommunication familiale pour avoir refusé de remettre mes économies? 2 heures après mon retour dans mon appartement, la réponse est arrivée par SMS de papa. Ta mère et moi avons discuté de la situation. Tes choix sont clairs, signer en tant que garant sur l'hypothèque de Nathalie d'ici lundi, ou considérer ta relation avec cette famille comme fondamentalement changée. La famille reste unie, ou pas du tout. Il ne s'agit pas d'argent, mais de loyauté. Fais le bon choix, mon fils. Le message m'a stupéfié par son ultimatum explicite. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec des notifications. Nathalie avait publié une mise à jour vague mais clairement ciblée sur les réseaux sociaux, le cœur brisé quand ceux qui devraient le plus vous aimer révèlent leur véritable égoïsme. Certains liens que je pensais incassables. La section des commentaires s'est rapidement remplie de réponses compatissantes, dont plusieurs de membres de la famille élargie qui connaissaient clairement la situation du point de vue de Nathalie. Seulement cousine Rachel, la famille d'abord, toujours. Je n'arrive pas à le croire. Oncle Peter, certaines personnes oublient d'où elles viennent. Tante Suzanne, appelle-moi, ma chérie. On va arranger ça. La campagne de dénigrement public coordonnée a été suivie d'un SMS de groupe de maman à plusieurs membres de la famille qui m'a accidentellement inclus. Miller est têtu à propos d'aider Nathalie. Si quelqu'un peut le raisonner avant qu'il ne ruine les relations familiales de façon permanente, essayez s'il vous plaît. Quelque chose de froid et de clarifiant s'est installé dans ma poitrine. Ce n'étaient pas les actions de personnes qui respectaient mon autonomie ou se souciaient de mon bien-être. Ce sont des tactiques coercitives conçues pour forcer la conformité. À 23h30 ce soir-là, une pensée troublante m'a frappé. Nathalie avait toujours accès à un compte d'épargne commun que nous avions ouvert il y a des années pour un fonds de vacances familiales. Le compte était resté ouvert avec des fonds minimes, mais il était lié à mes comptes principaux pour des transferts occasionnels.
Je me suis connecté à l'application bancaire pour vérifier l'état et j'ai découvert quelque chose de glaçant, 3 tentatives de connexion infructueuses au cours de la dernière heure à partir d'un appareil non reconnu. Quelqu'un, presque certainement Nathalie, essayait d'accéder à mes comptes. La réalisation a déclenché une action immédiate. À minuit, j'étais au téléphone avec la ligne d'urgence de ma banque, mettant en place des gels de sécurité et supprimant toutes les connexions d'accès externes. À 1 heure du matin, j'avais créé des comptes entièrement nouveaux dans une institution financière différente et j'avais lancé des transferts de mes économies. À 2 heures, j'avais changé tous les mots de passe, les questions de sécurité et le numéro de téléphone de récupération associé à mon identité financière. Le sentiment de trahison était profond. Ma propre sœur avait tenté d'accéder à mes comptes sans permission. Que ce soit pour vérifier les soldes ou pour transférer réellement des fonds, cela restait flou, mais la violation des limites était indéniable. Ce n'était plus seulement de la manipulation émotionnelle, c'était potentiellement criminel. Au lever du jour, j'ai envoyé une réponse de 2 mots au SMS ultimatum de mon père, je comprends. Qu'il interprète cela comme il le souhaite. Puis j'ai envoyé un email à Elena à Berlin, j'accepte le poste. Quand puis-je commencer? Le matin a apporté les conséquences de mon confinement financier de minuit, 57 appels manqués et 36 SMS. Les messages vocaux allaient de furieux à menaçants. Papa, qu'est-ce que tu as foutu? Nathalie dit que tous les comptes sont gelés. Répare ça immédiatement, ou il y aura de graves conséquences. Nathalie, espèce de monstre. Je vérifiais juste notre compte joint. Comment oses-tu m'accuser de vol après tout ce que j'ai fait pour toi? Maman, Miller, s'il te plaît, appelle-nous. Cette situation devient hors de contrôle. Quoi que tu penses que Nathalie a fait, je suis sûr qu'il y a une explication. Oncle Peter, ton père est hors de lui. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère. Tu dois arranger ça, mon fils. Le dernier message était de maman, un simple SMS qui a en quelque sorte été plus profond que les messages vocaux en colère, je suis déçu de toi. Pas en colère, pas confuse, déçu, comme si protéger mes finances d'un accès non autorisé était un échec moral plutôt qu'une simple préservation de soi. En faisant défiler le barrage de messages, une autre notification est apparue, une capture d'écran de chat familial privé de cousine Rachel, qui avait toujours été gentille avec moi. Je pensais que tu devrais voir ça, ne pas écrire ce qu'ils font. La capture d'écran montrait une conversation entre divers membres de la famille discutant de mes problèmes de santé mentale et de mon comportement paranoïaque avec Nathalie, suggérant que j'aurais peut-être besoin d'une aide professionnelle pour ma relation malsaine avec l'argent. Papa a proposé une intervention familiale où il aiderait Miller à avoir raison sur ses responsabilités. La campagne de diffamation coordonnée a confirmé ma décision. Ce n'étaient pas les actions de personnes qui avaient à cœur mes meilleurs intérêts. Avec un calme étrange, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai formellement accepté le poste à Berlin par email. Elena a répondu en quelques minutes avec les documents préliminaires et une date de début proposée dans 3 semaines. Au bureau, j'ai demandé une réunion privée avec mon directeur pour soumettre ma démission de 2 semaines. Marcus ne semblait pas surpris. Berlin a fait une offre? Oui, j'accepte. Il hocha lentement la tête. J'avais l'impression que tu pourrais. Ils embauchent un sacré développeur. J'apprécie le soutien que tu m'as apporté ici, ai-je dit, soudainement ému de quitter le lieu de travail qui avait été mon seul environnement constant. Écoute, Miller, à propos du calendrier. Marcus hésita, ce qui était inhabituel pour lui. Je sais que les choses sont compliquées avec ta famille en ce moment. L'entreprise exige généralement un préavis de 2 semaines, mais étant donné les circonstances, nous pourrions traiter ton départ plus efficacement si nécessaire. Son implication était claire, il offrait une sortie accélérée si ma situation familiale le rendait nécessaire. Qu'est-ce que Berlin t'a dit exactement, ai-je demandé. Rien de précis. Clouse a mentionné des circonstances personnelles. Quand il a appelé pour vérifier tes références, j'ai comblé quelques lacunes. Il haussa les épaules. Les déménagements internationaux sont complexes. Parfois, les choses doivent se passer rapidement. À la fin de la journée, mon calendrier de départ s'est accéléré de façon spectaculaire. Je terminerai officiellement dans 1 semaine, avec 1 semaine supplémentaire de congés payés pour gérer la logistique du déménagement. L'entreprise organiserait l'expédition des effets personnels essentiels tout en fournissant une allocation pour de nouveaux meubles à Berlin. Les aspects pratiques du démantèlement de ma vie américaine se sont déroulés avec une efficacité surprenante.
Mon bail d'appartement contenait une clause permettant la résiliation avec un préavis de 30 jours et un mois de loyer supplémentaire, un coût financier, mais qui valait la rupture nette. Mes modestes meubles se sont vendus rapidement sur les marchés en ligne, et ma Honda Fiable a trouvé un nouveau propriétaire en un étudiant universitaire sur le point d'obtenir son diplôme. Chaque étape logistique achevée donnait l'impression de rompre un autre lien avec la vie que ma famille voulait contrôler. Chaque boîte emballée représentait la liberté plutôt que la perte. La seule obligation restante était mon appartement, trop d'objets personnels à simplement abandonner, trop peu de temps pour tout trier correctement. J'ai loué un petit entrepôt pour les articles ayant une véritable valeur sentimentale et j'ai fait don du reste à des œuvres caritatives locales. 4 jours après cette transformation tourbillonnante, maman m'a envoyé un SMS me demandant de nous rencontrer seuls pour prendre un café. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté, en choisissant un café public où toute scène potentielle serait limitée par la bienséance sociale. Elle est arrivée plus petite, en quelque sorte l'institutrice confiante du primaire diminuée par le conflit familial. Pendant plusieurs minutes, nous avons engagé une conversation péniblement maladroite sur la météo et le prochain concert de printemps de son école. Finalement, elle a abordé l'éléphant dans la pièce. « Ton père m'a parlé de ton travail à Berlin », a-t-elle commencé, en remuant son café intact. « Est-ce que ça se réalise vraiment ?»« Oui, je pars la semaine prochaine. » Sa main trembla légèrement. Si vite, sans même en discuter d'abord avec la famille. Les événements récents suggéraient que les discussions familiales étaient devenues des affaires à sens unique. Elle grimaça mais ne contesta pas le point. « Miller, je sais que les choses ont été intenses ces derniers temps, mais s'enfuir sur un autre continent semble extrême. Nous pouvons sûrement trouver un terrain d'entente sur la situation de Nathalie. » « Il n'y a pas de terrain d'entente, maman. Toi et papa m'avaient donné un ultimatum, sacrifier ma sécurité financière pour Nathalie ou être coupé de la famille. Je reconnais simplement le choix que vous avez présenté. Nous n'avons jamais voulu que cela arrive, a-t-elle insisté, les larmes se formant. Nous voulons juste que tu aides ta sœur, juste cette fois. L'expression a allumé quelque chose en moi. Juste cette fois? Maman, Nathalie a eu droit à d'innombrables juste cette fois, les frais de scolarité, les études supérieures qu'elle n'a pas terminées, les entreprises ratées, les renflouements de cartes de crédit, les paiements de voiture, le loyer quand elle a quitté des emplois sans en avoir de nouveau en vue. Maman avait l'air sincèrement surprise. Comment as-tu su pour les cartes de crédit? Papa a mentionné le refinancement pendant notre dispute. Il n'était pas difficile de relier les points. Elle soupira profondément. Ta sœur a des difficultés que tu n'as pas. La vie est plus facile pour toi. La vie n'est pas plus facile pour moi. Je fais des choix différents. J'accepte les conséquences. Je vis selon mes moyens. Elle a trouvé la maison de ses rêves, Miller. Comment peux-tu lui refuser ce bonheur? La conversation a continué, tournant autour du même drain, mon obligation de me sacrifier pour le bonheur de Nathalie, mon égoïsme pour avoir privilégié ma sécurité financière, ma cruauté pour avoir mis en œuvre des protections de compte. Quand maman a finalement demandé directement si j'y aiderais juste cette fois, j'ai répondu avec un calme définitif, non, et j'ai besoin que tu comprennes que cette réponse ne changera pas, peu importe le nombre de membres de la famille qui appellent ou le nombre d'appels émotionnels que tu fais. Elle est partie peu de temps après, nos adieux maladroits étendus. Le fossé entre nous semblait infranchissable, non pas à cause de la colère, mais parce que nous fonctionnions à partir de compréhensions fondamentalement différentes de l'obligation familiale. La nuit avant mon départ a apporté une dernière confrontation. J'emballais le dernier de mes effets personnels essentiels quand un coup frappé brusquement a interrompu mon travail méthodique. À travers le Judas, j'ai vu Nathalie seule et clairement agitée. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte mais j'ai bloqué l'entrée. Nathalie, il est tard. Tu fais vraiment ça, a-t-elle dit, en regardant les valises remplies visibles derrière moi. T'enfuir en Europe. J'ai accepté une offre d'emploi. C'est tout. Elle a ri d'un rire creux. Bien sûr. Rien à voir avec le refus d'aider ta seule sœur. Avais-tu besoin de quelque chose de précis, Nathalie? Je pars demain et j'ai encore de l'emballage à terminer. Son expression a changé soudainement, la vulnérabilité remplaçant l'hostilité. Miller, je pense qu'on a mal commencé avec cette histoire de maison. Je sais que j'ai peut-être paru prétentieuse. L'aveu était si inattendu que j'ai momentanément baissé ma garde, en reculant pour lui permettre d'entrer. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle continué,
perché sur la seule chaise restante, à propos des conséquences et des choix. Et tu as raison, je n'ai pas toujours pris les meilleures décisions financières. Pendant un bref moment d'espoir, je me suis demandé si une véritable réconciliation était possible. Puis elle a continué, c'est pourquoi j'ai besoin de ton aide plus que jamais. Cette maison pourrait être mon nouveau départ, ma chance de construire enfin quelque chose de stable. J'ai mis au point un meilleur plan de paiement. Tu n'aurais pas besoin de me donner les 125 000 entiers, peut-être juste 75 000 en prêt. Je te rembourserai dans les 5 ans, garantie. La déception était écrasante, mais clarifiante. Nathalie, rien n'a changé. Ma réponse est toujours non. Son masque de contrition a disparu instantanément. Alors tu es toujours le même crétin égoïste. Sais-tu ce qui s'est passé depuis que tu as fait ton petit coup bancaire? La tension artérielle de papa est montée en flèche. Maman a des crises d'angoisse. J'ai perdu le dépôt sur la maison parce que je n'ai pas pu obtenir de financement à temps. Je suis désolé pour les problèmes de santé de maman et papa, mais je ne suis pas responsable de tes décisions financières. Oh, mais tu es responsable de la destruction de cette famille, a-t-elle rétorqué, la voix s'élevant. Sais-tu quoi d'autre? J'ai déjà 30 000 de dettes de carte de crédit pour maintenir le style de vie attendu dans l'immobilier de luxe. Ma voiture a 3 mois de retard de paiement. Je pourrais perdre mon emploi si je n'ai pas l'air assez prospère pour vendre des propriétés haut de gamme. La confession de sa situation financière désastreuse a confirmé tous les instincts qui m'avaient amené à protéger mes actifs. Ce n'aurait pas été un prêt unique, mais le premier paiement d'un cycle sans fin d'urgence financière. Nathalie, je pense que tu devrais partir. Tu penses que tu es tellement meilleur que moi, a-t-elle craché, en ramassant son sac à main, mais tu n'es qu'un lâche qui fuit sa famille. Profite de ta vie solitaire en Allemagne. J'espère que tout l'argent que tu amasses te tiendra chaud la nuit. Alors que la porte se fermait derrière elle, j'ai ressenti un sentiment de paix inattendu. Demain, je monterai à bord d'un avion pour Berlin, laissant derrière moi une dynamique familiale qui était devenue insoutenable. Quoi qu'il arrive, ce serait difficile de différentes manières, mais ce serait façonné par mes choix plutôt que par les attentes des autres. Berlin et le printemps ont défié les attentes. Au lieu du paysage gris et industriel que les films américains dépeignent souvent, j'ai trouvé une ville dynamique où l'architecture historique côtoyait le design moderne, où les parcs regorgeaient de verdure inattendue et où l'énergie de la réinvention semblait pulser dans les rues qui avaient été témoins à la fois de la division et de la réunification. Mon appartement organisé par l'entreprise à Prenzlauer Berg a fourni l'introduction parfaite à ma nouvelle vie, un appartement ensoleillé au 5e étage d'un immeuble d'avant-guerre rénové avec de hautes fenêtres et des planchers en bois qui craquaient agréablement sous les pieds. Le quartier était animé par de jeunes familles et des professionnels, parsemé de cafés de coin où les ordinateurs portables et les conversations coexistaient en harmonie confortable. Le contraste avec ma vie antérieure était immédiat et profond. Personne à Berlin ne me connaissait comme le frère de Nathalie ou ne mesurait ma valeur par rapport aux attentes familiales. Mes collègues du bureau m'ont accueilli avec une curiosité sincère et un respect professionnel, intéressés par mon expertise technique plutôt que par mes finances personnelles ou mes relations familiales. Klaus, le chef d'équipe qui m'avait interviewé, est devenu un allié inattendu dans ma transition. L'équilibre travail-vie personnelle allemand pourrait vous surprendre, a-t-il averti lors de ma première semaine. Nous attendons de la concentration pendant les heures de travail, mais considérons les emails après 18 heures comme légèrement offensants. Les week-ends sont sacrés. Même vos jours de vacances sont obligatoires par la loi, vous devez les prendre. Cette séparation structurée entre les sphères professionnelles et personnelles m'a d'abord semblé étrangère, mais de plus en plus libératrice. Pendant 8 ans, j'avais été disponible pour les urgences de travail tardives et les sprints de projets du week-end. Maintenant, mes soirées et mes week-ends m'appartenaient entièrement, du temps pour explorer ma nouvelle ville, suivre des cours de langue et traiter progressivement la rupture familiale que j'avais laissée derrière moi. Mes cours d'allemand sont devenus mon rituel du mardi et du jeudi soir. Lutter contre une grammaire inconnue aux côtés d'autres immigrants a créé un lien immédiat de vulnérabilité partagée. Ma classe comprenait Sophia de Grèce, Matteo d'Espagne, June de Corée du Sud et Esha du Nigeria, tous des professionnels qui trouvaient leur voie dans une nouvelle culture. Tous recommençaient à zéro avec « Guten Tag » et « Oui et Inan ». Ton accent est très précis, a commenté Sophia après m'avoir entendu pratiquer le dialogue, comme si tu programmais la langue. Risque professionnel, ai-je admis. Je parle en code la plupart du temps. Ces petites connexions, basées sur une expérience commune plutôt que sur une obligation,
ont progressivement formé le fondement de mes premières amitiés authentiques depuis des années. Les cafés du week-end avec mes camarades de classe ont évolué vers l'exploration de musées ensemble, puis l'essai de restaurants dans différents quartiers, puis des excursions de randonnée vers les lacs et les forêts voisins. 3 mois après mon arrivée à Berlin, mon téléphone s'allumait encore occasionnellement avec des messages de chez moi. Maman envoyait des mises à jour hebdomadaires qui évitaient soigneusement de mentionner Nathalie ou la situation de la maison, se concentrant plutôt sur les nouvelles du quartier et de douces questions sur ma nouvelle ville. Papa restait silencieux, sauf pour un courriel d'anniversaire contenant uniquement « meilleurs vœux pour l'année à venir ». Nathalie alternait entre des accusations colériques et des appels manipulateurs, chacun étant ignoré jusqu'à ce qu'ils finissent par s'estomper. Par l'intermédiaire d'un ami commun chez TechFusion, j'ai appris que Nathalie avait effectivement perdu la compte sur la maison de ses rêves. Plutôt que d'accepter la réalité financière, elle avait apparemment convaincu mes parents de co-signer une propriété différente, légèrement moins chère. L'information est venue avec un détail supplémentaire qui a validé ma décision. L'ami a mentionné avoir entendu Nathalie se vanter auprès d'un collègue de son plan de secours consistant à faire refinancer à nouveau la maison de nos parents si elle ne pouvait pas effectuer les paiements hypothécaires. Cette confirmation de ce qui se serait passé si j'étais resté empêtré dans les finances familiales a coïncidé avec mon évaluation de rendement semestriel au bureau de Berlin. Klaus et le directeur du département ont présenté des nouvelles inattendues. Mon travail d'intégration des systèmes de clients de soins de santé avait dépassé les attentes, et ils voulaient me promouvoir à la direction de projet pour le déploiement européen élargi. Vos compétences techniques, nous nous y attendions, a expliqué Klaus, votre capacité à naviguer dans les différences culturelles entre les systèmes médicaux allemands, français et suédois tout en maintenant une mise en œuvre cohérente, c'est ce qui nous a le plus impressionné. La promotion s'accompagnait d'une autre augmentation de salaire et d'une reconnaissance officielle lors de la réunion trimestrielle de tout le personnel. Alors que mes collègues me félicitaient par la suite, Julia de l'équipe de conception s'est attardée pour poser des questions sur l'interface des soins de santé. Les améliorations de l'expérience utilisateur étaient votre travail, a-t-elle demandé, son anglais précis avec un léger accent allemand. La hiérarchie visuelle dans le tableau de bord des données des patients est élégamment structurée. Notre discussion professionnelle autour d'un café s'est prolongée en dîner, puis en visite de musée le week-end, puis en une excursion spontanée d'une journée à Dresde. Le style de communication directe et la perspective créative de Julia ont à la fois remis en question et complimenté mon approche analytique. Contrairement aux relations précédentes où j'avais soigneusement surveillé les dépenses pour maintenir les objectifs d'épargne, je me suis naturellement détendu en ce qui concerne les limites financières pour profiter des expériences avec elle, des voyages de fin de semaine à Prague, des billets de concert, des après-midi dans des cafés en plein air qui s'étiraient en soirée sans calculer l'efficacité du temps passé. 6 mois après mon arrivée à Berlin, un courriel inattendu est arrivé de ma cousine Rachel. J'espère que tu vas bien. J'ai pensé que tu devrais savoir que Nathalie a déjà manqué 3 paiements hypothécaires. Tes parents les couvrent, mais ils ont du mal. Personne ne te blâme. J'ai juste pensé que tu devrais connaître les faits. L'information a atterri avec des émotions compliquées, inquiétude pour mes parents, justification de mes limites, tristesse pour la continuité de ce schéma. Après mûre réflexion, j'ai envoyé à Rachel un remerciement pour la mise à jour, mais j'ai maintenu ma distance par rapport à la situation. Ce week-end-là, Julia et moi avons fait de la randonnée dans le parc national de la Suisse saxonne, les formations de grès distinctives offrant une perspective qui transcendait mes préoccupations familiales. Debout au pont de Bastet, regardant la vallée de l'Elbe, j'ai vécu un moment de profonde clarté. Je ne m'étais pas seulement échappé d'une situation toxique. J'avais créé un espace pour une vie authentique alignée sur mes valeurs. Tu sembles loin, a observé Julia, sa main trouvant la mienne sur l'ancienne rampe de pierre. Je réalise juste à quel point ma vie est différente maintenant, ai-je admis, dans le bon sens. Différente de Boston. Différente de qui j'étais à Boston, ai-je précisé. J'ai passé tellement d'années à me définir par ce que je n'étais pas irresponsable, pas financièrement imprudent, pas exigeant. Je commence tout juste à découvrir qui je suis réellement sans ces définitions négatives. Julia a acquiescé pensivement. C'est pourquoi les Allemands ont le concept de Fernweh, le désir ardent des lieux lointains. Parfois, nous devons voyager loin pour nous retrouver. À l'approche de l'automne, un autre courriel est arrivé d'une source inattendue, mon père. Le message était bref mais significatif. Miller, ta mère a subi une opération mineure la semaine dernière. Rien de grave, juste l'ablation de la vésicule biliaire. Le rétablissement se déroule normalement. J'ai pensé que tu devrais le savoir.
L'assurance a couvert la plupart des coûts, mais la franchise était importante. Les factures médicales de nos jours. J'espère que Berlin te traite bien, papa. La subtile référence financière ne m'a pas échappé. La mention des factures médicales contenait une demande tacite. Après réflexion, j'ai répondu avec une sincère inquiétude au sujet de la santé de maman, des questions précises sur son rétablissement et une offre de conversation vidéo lorsqu'elle se sentirait capable de le faire. J'ai volontairement évité de reconnaître l'allusion financière. La réponse de papa est venue rapidement. Elle va bien. Les factures sont gérables, mais serrées en aidant Nathalie à traverser une période difficile. Si tu voulais contribuer aux frais médicaux de ta mère, cela faciliterait les choses. La demande directe exigeait une réponse directe. J'ai envoyé une réponse soigneusement formulée expliquant que, bien que je me soucie profondément de la santé de maman, je ne pouvais pas soutenir financièrement un ménage qui continuait à encourager les choix irresponsables de Nathalie. J'ai offert un soutien émotionnel, des appels réguliers et une promesse de visite lorsque des limites appropriées pourraient être établies. La réponse était prévisiblement déçue, mais elle n'avait pas la colère explosive de nos interactions précédentes. Peut-être que le temps et la distance avaient atténué les attentes, ou peut-être que la réalité de la dépendance financière continue de Nathalie avait donné une perspective sur mes préoccupations. Quelle qu'en soit la raison, l'échange a marqué un subtil changement dans notre relation, toujours endommagée, mais évoluant vers une nouvelle compréhension basée sur le respect mutuel plutôt que sur la conformité. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était un mouvement dans une direction plus saine. Le cheminement vers le pardon de soi a commencé de façon inattendue lors d'une soirée pluvieuse de novembre dans mon appartement de Berlin. Après un appel vidéo avec maman, notre troisième depuis son opération, je me suis retrouvé submergé par des émotions contradictoires, culpabilité d'être à des milliers de kilomètres pendant son rétablissement, soulagement d'établir des limites plus saines, colère persistante face à des années de favoritisme et tristesse pour ce qu'aurait pu être notre relation familiale. Ces sentiments embrouillés se sont manifestés physiquement, une oppression thoracique, une respiration superficielle et un sentiment persistant de malaise qui affectait mon sommeil et ma concentration. Julia a remarqué ma distraction pendant le dîner et a doucement suggéré quelque chose que je n'avais jamais envisagé. As-tu pensé à parler à un thérapeute de ta situation familiale ? Ma résistance initiale a été automatique, la thérapie m'avait toujours semblé être quelque chose pour les personnes ayant de vrais problèmes, et non des désaccords familiaux. Mais l'approche pragmatique de Julia a normalisé l'idée. La plupart des Allemands que je connais ont parlé à un thérapeute à un moment donné. C'est juste de l'entretien pour l'esprit, comme aller chez le dentiste. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé dans le bureau confortable du Dr Baumann près d'Alexanderplatz, expliquant maladroitement ma dynamique familiale à une femme réfléchie avec des lunettes à monture argentée et une manière directe qui rendait d'une certaine manière la vulnérabilité rassurante. Au cours des séances suivantes, des schémas que je n'avais jamais pleinement articulés ont émergé avec une clarté douloureuse. Le Dr Baumann a présenté des concepts comme la théorie des systèmes familiaux et la parentification émotionnelle qui ont fourni un cadre pour des expériences que j'avais auparavant expliquées ou minimisées. Ce que vous décrivez a des éléments de violence financière, a-t-elle noté lors de notre 4e séance. Votre sœur et vos parents ont tenté d'approprier vos ressources sans se soucier de votre bien-être ou de votre consentement. Votre décision d'établir des limites n'était pas égoïste. C'était une saine préservation de soi. Ces validations externes ont progressivement aidé à démanteler la culpabilité que j'avais emportée à travers l'Atlantique. Le processus n'était pas linéaire. Certaines séances m'ont laissé en colère contre les années de manipulation que j'avais endurées. D'autres ont apporté du chagrin pour la famille de soutien que je n'avais jamais vraiment eu. Mais lentement, une perspective a émergé du brouillard émotionnel. Le pardon ne signifie pas approuver ce qui s'est passé, a expliqué le Dr Baumann. Cela signifie vous libérer du fardeau du ressentiment. Vous pouvez reconnaître le mal tout en choisissant de ne pas le faire avancer. Tout en reconstruisant mon paysage intérieur grâce à la thérapie, mon monde extérieur s'est élargi de façon inattendue. Marcus de l'équipe d'ingénierie et son mari, Stéphane, m'ont invité à dîner, puis à des barbecues le week-end, puis à leur soirée de jeux régulière avec des amis. Le cercle d'amis artistes de Julia m'a accueilli dans des vernissages et des discussions créatives où ma perspective analytique était valorisée plutôt que rejetée comme froide ou calculatrice. Pendant la période de Noël, où le mal du pays aurait pu être le plus aigu, la famille de Julia m'a invité à sa célébration traditionnelle à Munich. L'accueil chaleureux des parents et leur intérêt sincère pour mon travail et mes antécédents ont donné un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler des dynamiques familiales saines, un soutien sans être intrusif,
un amour sans tenir compte des points. Il t'aime bien, a commenté Julia alors que nous faisions une promenade en soirée dans le marché de Noël festif de Munich, des flocons de neige se prenant dans ses cheveux noirs. Ils me connaissent à peine, ai-je rétorqué, toujours mal à l'aise face à une acceptation facile. Elle m'a serré la main. Ils en savent assez. Ils savent que tu rends leur fille heureuse. Pour eux, c'est suffisant. Le contraste avec l'approbation conditionnelle de ma propre famille était à la fois douloureux et éclairant. Ce que les parents de Julia offraient librement l'acceptation, le respect, l'intérêt, les miens l'avaient toujours attaché à la conformité à leurs attentes. La croissance professionnelle a suivi de près le développement personnel. 9 mois après mon entrée en fonction à Berlin, Klaus m'a recommandé pour une promotion au poste de chef d'équipe pour la division des soins de santé en expansion. Vos compétences techniques vous ont permis d'être embauché, a-t-il expliqué. Mais votre intelligence émotionnelle et votre capacité d'adaptation culturelle ont mérité cette promotion. L'ironie ne m'a pas échappé. Le prétendu robot qui ne se souciait que des chiffres était promu spécifiquement pour ses capacités interpersonnelles. Avec une responsabilité accrue est venue une raison d'être plus profonde. Remarquant le manque d'éducation au codage pour les jeunes défavorisés de notre district, j'ai commencé des ateliers de fin de semaine au centre communautaire local, enseignant les concepts de base de la programmation à des adolescents qui n'envisageraient peut-être jamais de carrière dans la technologie. Ce qui a commencé comme un petit projet de bénévolat s'est étendu pour inclure d'autres ingénieurs de notre entreprise et a finalement obtenu un parrainage d'entreprise pour l'équipement et le matériel. Ces contributions à ma nouvelle communauté m'ont procuré une satisfaction au-delà de l'avancement professionnel ou de la sécurité financière. Pour la première fois, mes ressources temps, connaissances, argent étaient partagées par choix conscient plutôt que par obligation ou manipulation. La distinction a transformé le don de fardeau en joie. Alors que mon premier anniversaire à Berlin approchait, j'ai établi des contacts limités mais intentionnels avec ma famille au pays. Des appels vidéo mensuels avec maman ont maintenu le lien tout en respectant les limites. Les courriels occasionnels avec papa sont restés quelque peu formels, mais exemples de pression financière. Les communications de Nathalie, je les ai examinées attentivement, ne répondant qu'aux messages exempts de manipulation ou d'exigence. Noël a apporté une petite percée, une carte de maman avec une note manuscrite reconnaissant les schémas passés. Je réalise maintenant que nous t'avons parfois demandé plus que ce qui était juste. Le cheminement de ta sœur a été difficile pour nous tous. J'essaie de mieux comprendre ton point de vue. Pas des excuses exactement, mais la reconnaissance du déséquilibre que j'avais nommé un an plus tôt. Ma carte de retour comprenait des photos de Berlin, des détails sur mon travail et mon enseignement bénévole, et une invitation à leur rendre visite lorsque le moment semblera opportun pour tous, une porte ouverte, mais avec un cadre de respect mutuel. Grâce à la thérapie, à l'amitié, à un travail significatif et à une reconnexion familiale sélective, j'ai progressivement assemblé les pièces d'une vie authentique, une vie basée sur le choix plutôt que sur l'obligation, sur les valeurs plutôt que sur les apparences, sur les limites plutôt que sur la culpabilité. La leçon la plus profonde n'a pas émergé d'une confrontation dramatique, mais d'une réflexion tranquille, une vraie famille soutient votre croissance plutôt que d'exploiter vos ressources. Les personnes qui célèbrent votre succès sans s'attendre à en bénéficier, qui respectent vos limites sans exiger de justification, qui valorisent le lien sans y attacher de conditions, celles-ci créent le fondement de relations saines, qu'elles soient liées par le sang ou par le choix. Les limites financières se sont avérées inséparables des limites émotionnelles, toutes deux expressions du respect de soi et de l'autonomie personnelle. En protégeant mes économies contre les exigences de Nathalie, je n'avais pas seulement préservé des ressources monétaires, mais affirmé mon droit de déterminer mes propres priorités et valeurs. La liberté qui en a résulté n'était pas une simple indépendance, mais une interdépendance à des conditions plus saines, des relations fondées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation, un don motivé par un soin véritable plutôt que par la culpabilité ou la manipulation. Un an après mon verrouillage financier de minuit et 57 appels colériques, je me tenais sur le balcon de mon appartement de Berlin, regardant la première neige de décembre transformer la ville. Le voyage n'avait pas été facile, laisser derrière moi ma famille, mon pays et des schémas familiers a exigé un courage que je ne savais pas posséder. Il restait des douleurs non résolues et des relations incertaines de l'autre côté de l'océan. Pourtant, de la crise était venue la clarté. En m'éloignant des attentes toxiques, j'avais trouvé mon chemin vers un lien authentique. En refusant d'encourager l'irresponsabilité financière, j'avais créé un espace pour une contribution significative. En me libérant du fardeau du dysfonctionnement familial, je m'étais ouvert à une joie authentique. Pour quiconque est confronté à des exigences familiales impossibles similaires,
Sachez ceci, parfois, le choix le plus courageux n'est pas de se battre plus fort au sein de systèmes brisés, mais de créer de nouveaux schémas entièrement. Vos limites ne sont pas de l'égoïsme. Elles sont le fondement du respect de soi. Et parfois, la famille dont vous avez le plus besoin est celle que vous construisez plutôt que celle dans laquelle vous êtes né. J'aimerais entendre vos histoires de prise de position pour vos limites ou de prise de distance par rapport à des situations toxiques. Quelqu'un d'autre a-t-il dû faire le choix difficile entre les attentes familiales et le bien-être personnel? Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience, votre histoire pourrait aider quelqu'un qui se sent seul dans sa lutte. Si cela vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour entendre plus d'expériences réelles. Merci d'avoir écouté, et rappelez-vous, se choisir soi-même n'est pas égoïste. C'est parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire.